Bonjour et bienvenue à cette leçon guidée en mathématiques. Dans cette leçon, nous allons parler des diagrammes. Rien de nouveau, alors une petite révision. Quel type de diagramme connais-tu? Est-ce que tu saurais les nommer? Alors, on avait le diagramme à bande, le diagramme à ligne brisée, le diagramme circulaire, le diagramme à bande double histogramme, le pictogramme et le diagramme à points. Il existe donc différents types de diagrammes et chacun aura une utilité différente. Donc maintenant, on va parler de certaines différences entre ces types de diagrammes. Commençons par le diagramme à bande que tu connais déjà. Alors le diagramme à bande va représenter des données qu'on dit discrètes ou non continues. Ça veut dire que les données n'ont pas de relation entre elles. Il s'agit d'un choix. Donc, chaque bande indique une seule mesure qui est terminée. Le choix est fait, c'est terminé. Quand on dit c'est un choix, ça peut être aussi une quantité. Comme par exemple dans le diagramme à bande de l'exemple, le titre c'est le nombre de bonbons rouges dans une boîte. Alors, supposons une boîte de Smarties. Alors, on voit que la boîte numéro 2 contenait 12 bonbons rouges. Le nombre de bonbons rouges dans la boîte numéro 2 n'a aucun effet sur le nombre de bonbons dans les autres boîtes. C'est donc une donnée discrète non continue parce qu'elle n'a pas de lien avec le reste. Remarque aussi que chaque bande est séparée de l'autre. Donc, c'est des données différentes, des données non continues, finies, qui n'ont pas de relation entre elles. Je vais te donner un autre exemple. Donc, dans le diagramme à bande double, on a aussi des données discrètes qui ne sont pas reliées les unes aux autres. On utilise par contre le diagramme pour comparer deux choses. C'est pour ça qu'on appelle ça un diagramme à bande double. Les deux choses subissent le même traitement, le même questionnaire ou la même expérience. Donc, dans le diagramme qui est présenté dans l'exemple, on a comparé les objets dans un bac de recyclage durant 2 semaines. Donc, on a une légende. Alors, il y a deux couleurs différentes. La couleur bleu foncé, c'est la semaine 1, tandis que la bleu pâle, c'est la semaine 2. Donc, on arrive à comparer les mêmes objets en 2 semaines différentes dans un même diagramme. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion en regardant ce diagramme-là? Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Beaucoup de choses. Par exemple, tu pourrais me dire qu'à la 2e semaine, il y avait plus d'objets en plastique qu'à la première semaine. Tu pourrais aussi me dire que parmi les objets retrouvés dans le bac de recyclage, autant à la semaine 1 qu'à la semaine 2, c'était le nombre de boîtes de conserve qui était le plus petit parmi tous les objets, tous les types d'objets dans le bac de recyclage. Donc, quand on te demande une observation ou de tirer une conclusion sur un diagramme, tu dois regarder le diagramme, les informations qui s'y trouvent, et me fournir une information que tu es capable de lire ou de comprendre dans le diagramme. Maintenant, un autre type de diagramme, c'est probablement le premier que tu as connu dans ta vie. Alors, on utilise ça surtout avec les plus jeunes enfants, c'est le pictogramme. Donc, dans le pictogramme, on utilise des images pour représenter une quantité. Comme par exemple, le petit garçon qui est en train d'écrire au tableau avec un marqueur rouge est en train d'organiser les résultats d'un sondage sur le genre de musique préféré peut-être des élèves. Et on voit qu'il est en train de tracer des cercles. Eh bien, chaque cercle va représenter, je ne sais pas, une quantité de votes. Alors, normalement, il y aurait une légende qui nous dirait, par exemple, qu'un cercle représente 5 personnes. Donc, on pourrait dire que pour le genre de musique hip-hop, il y aurait 15 personnes qui auraient voté pour ça. C'est une façon de faire un pictogramme.
Maintenant, on arrive au diagramme à ligne, ou parfois on dit à ligne brisée. Ce diagramme-là représente des données qui sont continues. Donc, cette fois-ci, ça veut dire que la ligne, on voit qu'il y a des petits points dans le diagramme. Entre chaque point, il y a d'autres informations dont on doit tenir compte. Donc, la première information, le premier point, et le deuxième point, il y a une ligne entre les deux. Et ça veut dire qu'elles sont reliées, ces deux données-là. Un bon exemple qui n'est pas montré ici, c'est quand ton père ou ta mère, par exemple, prenait ta grandeur quand tu étais petit. Hein? Peut-être qu'il te mesurait, là, puis il faisait une petite ligne sur le mur, et là, il écrivait, je ne sais pas, moi, 12 mars, tu mesures quelque chose. Puis là, après ça, 13 avril, ils prennent ta grandeur, puis là, tu mesures tant. Et là, 14 mai, je ne sais pas pourquoi j'ajoute une journée et un mois à chaque fois, mais en tout cas, à chaque mois, ils prennent ta grandeur. Et là, on voit l'évolution de ta grandeur comme ça, par exemple, sur une année. Ben, tu comprends que ta grandeur, elle ne change pas tout d'un coup comme ça, paf, en une journée. Tu grandis pendant un mois. Donc, le changement de mesure n'est pas survenu du jour au lendemain. Ça a pris un mois. Donc, tu as grandi un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu à chaque mois, mais on l'a fait la mesure une fois au mois de mars, une fois au mois d'avril, une fois au mois de mai, etc. OK? Mais entre chaque mois, tu grandissais. OK? Tu n'as pas, par exemple, grandi de 10 centimètres un matin, on t'a mesuré, puis là, le lendemain matin, tu mesurais 10 centimètres de plus. Je pense pas que ça marche comme ça. OK? Donc ça, c'est un exemple de données continues. Et ça, on va le présenter dans un diagramme à ligne brisée parce que le point est relié avec une ligne et entre chaque point, la ligne montre que la donnée continuait. Donc, elle évoluait, la donnée grandissait ou rapetissait. Alors maintenant, un petit rappel, donc des données continues, par exemple dans un diagramme à ligne brisée, ça veut dire que ce n'est pas fini, on n'a pas fini de compter, on continue à mesurer, donc souvent c'est de la grandeur ou du temps, quelque chose qui continue. Tandis qu'une donnée discrète, c'est terminé. J'ai compté le nombre d'objets dans une boîte, j'en ai 10, ben il y en a 10, c'est tout, ça ne va pas augmenter à 11. Là, OK? Donc, données continues ou données discrètes, ça c'est très important que tu apprennes la différence. Interprétation des diagrammes maintenant. Alors, quand on regarde un diagramme, on peut se poser des questions, on peut trouver toutes sortes de réponses. C'est un peu ce que j'ai fait tantôt dans l'autre exemple. Donc ici, on a un diagramme à ligne brisée qui nous présente les températures mensuelles les plus élevées au Nunavut. Alors, les températures, ça change dans le temps, donc c'est pour ça qu'on a un diagramme à ligne brisée, parce qu'entre chaque point, il y a des données. Là. Et là, on pourrait se poser des questions comme par exemple, quelle est la différence de température entre le mois de mai et août? On pourrait trouver ça. À quel mois on a la température la plus élevée? À quel mois la température est la plus basse? Etc. Bon, maintenant, on va récapituler un peu. Donc, dans un diagramme à ligne brisée ou un diagramme linéaire, on va montrer donc des données qu'il y a entre chaque point. Donc, la ligne va nous montrer qu'il y a d'autres données là-dedans. Ce sont des données qui sont continues. Donc, on va à ce moment-là mesurer des données qui sont quantitatives, des choses qu'on peut mesurer. Des exemples, le temps, l'argent, la température et la mesure. Largeur, longueur, donc ta grandeur, par exemple, j'avais dit. Pour l'argent, ça va être plus, par exemple, une compagnie qui veut montrer combien d'argent elle a fait pendant l'année. Elle pourrait dire au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, comparer comme ça. Sinon, c'est vrai que si tu comptes le nombre d'argent que tu as dans tes poches, ben là, ça serait peut-être plus un diagramme à bande ou quelque chose comme ça, parce que ce serait une donnée qui n'est pas continue, une donnée discrète. Et justement, le diagramme à points, c'en est un qui représente des données discrètes. Donc, par exemple, ici, on a un diagramme où on a compté le nombre de billets vendus, je ne sais pas, pour un spectacle à chaque jour. Donc, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, ça veut dire le nombre total de billets vendus par journée. Donc, quand la journée est finie, ça ne change pas, là. Donc, le mardi, c'est d'autres données. Alors là, ici, ce sont des données discrètes. Ce n'est pas des données qui continuent à changer.
Le lundi, c'est terminé, c'était ça. Et ça ne changera pas. Là. On n'est plus lundi, on est rendu mardi. Alors, j'espère que mes exemples t'auront fait comprendre c'est quoi la différence entre données discrètes et données continues. Et à ce moment-là, une donnée continue, ben là, on va faire un diagramme à ligne brisée, tandis qu'une donnée discrète qui n'est pas continue, on va faire un diagramme à points ou peut-être un diagramme à bande. Allons revoir un peu qu'est-ce qu'il y a dans un diagramme. Alors, dans l'exemple ici, on a un diagramme à points. Alors, que signifie le titre? Donc, dans le premier, on a un titre qui se trouve juste en haut. Ça dit population du Nunavut de 2001 à 2006. Donc, ça, c'est important. Le titre, bien sûr, ça va nous dire de quoi parle ce diagramme-là. Ensuite, on a l'axe horizontal qui est l'axe de gauche à droite. En bas, on voit que c'est écrit année. Donc, ici, c'est important d'identifier l'axe horizontal. Ensuite, on a aussi l'axe vertical qui est de bas en haut. Et là, on a population en milliers. Et on a aussi les intervalles numérotés, donc une gradation. Donc pour les années, on y va par une année de plus à chaque fois, tandis que pour la population en milliers, ça monte aussi par un millier à la fois, donc 27 milliers, 28 milliers, 29 milliers. Si tu remarques dans le bas de l'échelle, donc en bas du 27, puis juste avant 2001, il y a comme une petite coupure. Alors ça veut dire qu'on n'a pas commencé le diagramme à zéro, parce que c'était inutile, on n'avait pas de données vraiment euh, qui commençaient à zéro, donc on a commencé à 27. Ça permet d'avoir un diagramme qui est plus condensé, qui est plus clair aussi. Donc, c'est possible de faire ça. On n'est pas toujours obligé de commencer avec une donnée zéro. Et maintenant, si tu voulais construire un diagramme, qu'est-ce que tu fais? Alors, premièrement, ça te prend un plan cartésien ou un quadrillé, c'est beaucoup plus facile. Tu vas avoir besoin de mettre un titre, nommer ton axe horizontal, celui qui est de gauche à droite, nommer aussi l'axe vertical qui est de haut en bas, te trouver une échelle appropriée. Donc, tu vas monter par bond de 1 ou par bond de 5 ou par bond de 10. Ça dépend des données que tu as. Pour certains types de diagrammes, tu auras besoin d'une légende. Alors, par exemple, si tu compares deux choses avec deux couleurs différentes, il faut que tu nous dises c'est quoi la couleur bleue, c'est quoi la couleur rouge, par exemple. Et aussi, on aura un tableau de valeur avec les résultats. Donc, un tableau de valeur, c'est comme les données que tu mets dans ton diagramme après. Bon, allons-y une chose à la fois. Donc, premièrement, un titre pour le diagramme et pour chacun des axes. Ton titre doit dire exactement ce que ton diagramme va représenter. On le place en haut. Le nom des axes doit dire ce qu'ils indiquent, de même que leurs unités de mesure. Donc, ça pourrait être par exemple des heures, ça pourrait être des centimètres, ça pourrait être, je ne sais pas, alors des mois. Alors, il faut l'indiquer et ça, on l'indique entre parenthèses. Donc, on donne un titre, puis si c'est une unité de mesure, peu importe laquelle, on va indiquer c'est quoi la mesure entre parenthèses. OK? Donc, par exemple, on pourrait dire distance, puis entre parenthèses, on écrirait kilomètre. Une autre chose bien importante, c'est les intervalles doivent être réguliers et elles doivent avoir la même distance entre chaque trait. Donc, c'est pour ça qu'on utilise d'habitude un papier quadrillé. Donc, on va faire une gradation, par exemple, à tous les deux carrés. OK? Et on a besoin d'avoir des intervalles réguliers ou des bons réguliers. Donc, par exemple, on va dire 0, 2, 4, 6, donc toujours plus 2. Alors ça, c'est toi qui choisis. Ça va dépendre de ton tableau, des résultats. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de placer dans ton diagramme? Si tu as des données qui sont très, très proches l'une de l'autre, ben, tu auras peut-être besoin de prendre une petite échelle, tandis que si c'est des grosses données là, qui ont des gros écarts, ben, peut-être que tu vas monter par 10. Là, ça dépend de ce que tu as à placer dans ton diagramme. Une autre chose à remarquer qui est très importante aussi parce que je vois des fois des erreurs chez certains élèves. Alors, les chiffres ou les données que tu places dans ton diagramme, on doit les inscrire sur les axes, c'est-à-dire sur les lignes et non pas dans les carrés. Donc, ton chiffre 1, par exemple, il doit être sur une ligne et non pas à l'intérieur d'un petit carré.
OK? Donc ça, c'est important aussi parce que ce que tu veux faire, c'est relier deux données, la donnée de l'axe horizontal avec l'axe vertical. Et pour ce faire-là, il faut qu'elles se croisent. Donc, on utilise les lignes. Les carrés, ça ne marche pas vraiment. OK? Donc, très important aussi de vérifier ça. Maintenant, quelque chose qui est très important rendu en sixième année, c'est de faire des bonnes questions quand tu vas faire ton sondage. Donc ça, c'est l'étape de collecte des données. Avant de faire ton diagramme, tu as besoin d'avoir des chiffres, tu as besoin d'avoir des réponses à ta question pour pouvoir ensuite faire ton diagramme. Donc lorsque tu poses une question dans un sondage, tu dois éviter les questions biaisées. C'est quoi ça, une question biaisée? Alors, ça veut dire une question qui influence la réponse de la personne. Alors, on a deux exemples ici. Joues-tu beaucoup aux jeux vidéo? Oui ou non? Ben, pour certaines personnes, beaucoup, ça peut vouloir dire 1 heure par jour. Tandis que pour d'autres, beaucoup, ça peut vouloir dire 4-5 heures, parce qu'1 heure, c'est pas beaucoup pour eux. Alors, le mot beaucoup, c'est pas assez précis. Donc, ça serait une question biaisée parce que la réponse, ça va être interprété différemment pour chacune des personnes. Ensuite, un autre exemple. Quelle est ta matière préférée à l'école? Les mathématiques ou les sciences? Ben, si j'ai seulement deux choix de réponse et que ma matière préférée à l'école, c'est l'éducation physique, ben, je ne peux pas répondre à ce sondage-là. Donc, dans ce cas-là, il faut faire des ajustements pour permettre aux personnes de répondre leur réponse ou en tout cas que notre sondage révèle vraiment des résultats qui sont vrais. Okay? Donc, ce n'est pas tout le monde qui aime les maths ou les sciences. Il y en a qui aiment d'autres choses à l'école. Donc, il faut leur permettre de répondre à la question correctement. C'est ça, une question biaisée, et c'est ça qu'on ne veut pas. Alors, on va dire qu'on a besoin de questions sans biais, alors qui n'a pas été biaisée, si on veut. On continue. Alors, comment on va faire pour rédiger un questionnaire avec des questions sans biais? Donc, des bonnes questions qui ne sont pas biaisées. Il suffit de proposer plusieurs choix de réponse et d'ajouter aussi le mot autre. Donc, un des choix de réponse pourrait être autre. Comme ça, si on a oublié ou si on ne peut pas mettre tous les choix de réponse possibles, mais la personne qui ne se retrouve pas parmi les choix que tu lui dis pourra dire non, moi c'est pas ça, donc je vais dire autre. Donc, tu es certain que la question n'est pas biaisée. Par exemple, quel type de film préfères-tu? A. Comédie. B. Drame. C. Horreur. D. Romantique. On a ajouté E. Autre. Donc, je ne sais pas si quelqu'un aime, par exemple, les films d'action, il n'était pas dans les choix. Alors là, il faudrait que je dise E. Autre. Alors voilà, peut-être que parfois on va demander d'écrire la réponse exacte, mais dans le cadre de notre diagramme, il va falloir tenir compte des réponses qu'on obtient en majorité, là. Donc, puis on ne peut pas non plus mettre 10 choix de réponse, c'est trop là. Donc, il faut faire des choix. Dans le deuxième exemple, quelle est ta matière préférée à l'école? On a le choix A, français, B, anglais, C, maths, D, sciences, E, éducation physique, F, autre. Donc, si moi je préfère les arts, je vais devoir dire autre. Si je préfère l'étude sociale, je vais devoir dire autre. Mais au moins, je peux répondre à la question. Okay? Si au début, je t'avais dit quelle est ta matière préférée à l'école et je te demande seulement mathématiques ou sciences, ben là, ceux qui préfèrent le français ne peuvent pas répondre. Ceux qui préfèrent les arts ne peuvent pas répondre non plus. Donc, ça prend la catégorie haute. Donc, donne quelques choix. Ici, on voit qu'on a 4-5 choix. Et après, on dit autre. Voilà une bonne stratégie pour éviter les questions biaisées. Voici maintenant un exemple d'une situation. Alors, le 26 décembre 2004, un gigantesque tremblement de terre sous-marin s'est produit. Il a secoué la côte de l'île indonésienne de Sumatra. Le tremblement de terre a provoqué un tsunami. Un tsunami est formé d'énormes vagues océaniques. Maintenant, on veut faire avec ça un diagramme. Donc, à partir de cette situation-là, je vais commencer par me poser des questions. Donc, je vais donner un titre, peut-être Tsunami en 2004. Je vais me faire un tableau de valeurs. Donc là, je vais décider qu'est-ce qu'il y a
dans mon diagramme. Donc, je vais devoir tracer deux axes. L'axe horizontal va représenter la distance de la Terre en kilomètres. OK? Donc, ça, c'est la première colonne. La deuxième colonne, l'axe vertical, représente la hauteur des vagues. Et là, je vais choisir une échelle qui est appropriée. Alors, on va compter par un bond de 5 pour l'échelle de l'axe horizontal. Et sur cette échelle, donc, on va dire qu'un carré représente 5 km. On va compter par bond de 5 pour l'échelle de l'axe vertical aussi. Et sur cette échelle, un carré va représenter 5 mètres. Donc là, c'est important, c'est écrit entre parenthèses kilomètres pour le premier et c'est écrit entre parenthèses M pour mètre dans le deuxième. Donc on a deux unités de mesure différentes, mais on les indique pour que la personne qui regarde notre diagramme comprenne bien. Je vais aller placer mes données maintenant dans un diagramme. Donc la première donnée, alors j'avais 5 km de distance de la Terre et j'avais 32. Alors 32, ça se situe entre 30 et 40. Donc à ce moment-là, mon point va être un petit peu plus au-dessus de 30 sur la ligne 5 pour la ligne distance de la Terre. Donc ça, c'est important de bien placer ces données comme ceci. Par la suite, je vais aller placer toutes les autres données. Et là, je vais relier les points entre eux parce que ce sont des données continues. Alors, des distances, souvent, ce n'est pas quelque chose qui sont discrètes. Alors, je relie mes points par la suite. Donc, la distance et la hauteur sont des données continues. C'est pour ça que je les relie parce que toutes les données entre les deux points existent aussi et ont une certaine valeur. Donc, c'est pour montrer une évolution. Donc, ça, c'est important de faire un diagramme à ligne brisée à ce moment-là et non pas un diagramme à points où les données sont fixes. OK? Donc, voilà. J'oublie pas non plus de donner un titre à mon diagramme. Alors, mon titre, c'est maintenant hauteur des vagues d'un tsunami, donc plus précis que juste tsunami, donc la hauteur des vagues. Et j'ai identifié aussi chacun des axes, donc distance de la Terre, entre parenthèses, kilomètres, parce que ces données-là sont en kilomètres, et l'autre, hauteur des vagues, entre parenthèses, mètres. Donc ça, c'est important d'identifier chacun des axes. J'ai ma gradation qui est régulière par bond de 10. Et maintenant, je peux observer certaines choses. Par exemple, plus le tsunami est loin de la Terre, plus les vagues sont petites. Alors, je suis capable de comprendre certaines informations sans lire un texte, seulement en observant des données dans un diagramme. Je peux interpréter, je peux deviner qu'est-ce qu'on me dit ici. Alors maintenant, si je recompare ensemble mon tableau des valeurs du départ avec le diagramme à ligne brisée que j'ai fait, eh bien, on peut voir que le diagramme à ligne brisée me parle beaucoup plus rapidement quand je le regarde. Donc, tout de suite, je vois quelque chose. Tandis que l'autre, c'est plus des données, là, donc ça demande plus d'efforts pour comprendre. Maintenant, ce sera à ton tour de faire un diagramme. Alors, voici un exemple pour te pratiquer. Alors, une population d'épaulards vit le long des côtes de la Colombie-Britannique. On compte ces épaulards chaque année. Le tableau montre les données de 2002 à 2006. Alors, on a déjà un tableau des valeurs. Alors, à chaque année, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Ça, ce sera un de tes axes. Je te laisse deviner lequel. Et ensuite, le nombre d'épaulards qu'on a compté pour chacune de ces années-là. A. Crée un diagramme pour représenter ces données. Alors, il faut que tu t'installes avec un papier quadrillé pour faire ça. Tu n'oublies pas de placer tout ce qui est important dans un diagramme, parce que chaque étape est importante. Et après, comment tu choisis l'échelle verticale? Donc, l'échelle verticale, c'est celle qui va de bas en haut. Alors, qu'est-ce que tu vas faire comme bon? Est-ce que tu vas aller plus 1, plus 2? Donc, pourquoi? Question C. As-tu relié les points? Est-ce que c'est des données discrètes ou des données continues? Alors, il faut réfléchir à ça, c'est une nouvelle notion. Données discrètes, données continues. Alors, est-ce qu'on doit faire seulement des points ou on doit les relier pour faire un diagramme à ligne brisée? Et finalement, la question D. Quelle conclusion peux-tu tirer de ce diagramme? Donc, dis-moi une information que tu es capable d'apprendre en regardant ton diagramme ou la table des valeurs ici. Voilà, c'est déjà tout. Alors, bonne pratique à toi.